Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire organisé par la CIAMS, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, qui est une coalition féministe et qui compte aujourd'hui 60 organisations membres, actives dans 20 pays et sur 4 continents. Les États généraux de la biotique abordent, entre autres thèmes, celui de la GPA, la formulation des questions posées, la constitution des panels d'intervenants, la méthode d'organisation des réunions et les modalités de communication choisies pour en informer le public nous interpellent. Nous sommes très inquiets de la vision de la GPA que le Comité consultatif national d'éthique souhaite transmettre. La SIAMS propose de décrypter ces éléments et cette vision aujourd'hui avec vous. 3 intervenantes y contribueront. Anna Luana Soisea Deram, dans un premier temps. Anna enseigne les politiques sociales et familiales à l'Institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne. Charlotte Caffieux. Charlotte est chargée de plaidoyer et de communication à la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Et enfin, Marie-Angèle Hermite, directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur d'études honoraires à l'EHESS, ayant organisé de nombreux débats publics sur le sujet. Très bien, maintenant, je vais donner la parole à Anna. Anna, c'est à toi. Bonsoir à toutes, à tous éventuellement. Bonsoir Madame Hermide, bonsoir Madame Caffieux, bonsoir Madame De Villers. Je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir, même si ce n'est qu'en ligne et à distance, euh, pour vous partager quelques réflexions, même si pour ce qui me concerne, les éléments que je vais vous partager sont surtout à titre informatif. Ça portera sur l'importance des états généraux de la bioéthique pour les travaux du Comité consultatif national d'éthique. Dans quelques jours, les états généraux de la bioéthique vont terminer leurs travaux et la synthèse qui en résultera sera versée aux contributions rassemblées par le Comité consultatif national d'éthique et l'ensemble de ces contributions vont nourrir les recommandations que le CCNE fera dans ses avis en vue de la révision de la loi bioéthique. Dans ce contexte, ça me paraît très important de se rappeler le cadre institutionnel, les enjeux liés à ce cadre, les compétences des différents acteurs ainsi que leur portée. Et bien évidemment, de mettre en perspective la contribution du CCNE à l'évolution législative depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, j'aborderai dans cette intervention en 3 temps. Dans un premier temps, je ferai le point, mais très rapidement, sur le CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Ensuite, sur les états généraux de la bioéthique. Et dans un troisième temps, la question qui nous intéresse, à savoir comment la question de la GPA, gestation pour autrui, grossesse pour autrui, maternité de substitution, se trouve jusqu'à présent abordée dans les travaux du CCE. Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est un organisme public indépendant qui est aujourd'hui, 2026, constitué de 46 membres, un président qui est nommé par le président de la République et 45 membres euh, qui sont, eux, nommés en raison de leurs compétences professionnelles, des médecins de différentes spécialités, mais également des représentants des cultes, des représentants d'institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, la Cour de cassation, des représentants également, et c'est absolument essentiel, d'associations de patients ou de malades, donc des personnes qui ont des compétences à titre très divers. Les 45 membres élisent en leur sein le vice-président ou la vice-présidente
du CCNE. Le rôle de cette instance, le rôle de cette institution est d'éclairer le débat public dans sa globalité, ainsi que plus spécifiquement les décideurs politiques sur les questions soulevées par les progrès de la science en lien avec la santé et la société. L'organisation institutionnelle d'un espace de réflexion sur la bioéthique a été réalisée pour la première fois en France, ce qui fait de la France une pionnière en la matière. Le contexte de cette initiative est celui de la naissance d'Amandine, premier enfant né en France suite à une fécondation in vitro le 24 février 1982. Les questions soulevées par l'utilisation des nouvelles technologies de la procréation ont conduit les pouvoirs publics, qui étaient déjà en réflexion à différents niveaux sur les aspects bioéthiques, à créer en février 1983 le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. C'est une première instance de ce type dans le monde. Le CCNE est créé par décret présidentiel par le président François Mitterrand et au moment de sa mise en place, le président Mitterrand a indiqué que cette nouvelle instance allait devoir répondre à différentes attentes très importantes et il a précisé, je le cite, à celles des citoyens qui cherchent des repères dans les avancées parfois vertigineuses des sciences dont nous parlons, celle des chercheurs et des praticiens qui se sentent souvent trop seuls face aux conséquences gigantesques de leurs réflexions et de leurs travaux, celle des pouvoirs publics qui ont besoin d'avis, de conseils, de recommandations. Je clôt la citation de François Mitterrand qu'il a prononcée donc début décembre 1983 lors de la mise en place du CCN. En 2023, le comité a fêté ses 40 ans d'existence, 40 ans d'une existence extrêmement riche et productive parce qu'il a publié tout au long de ces années plus de 150 avis. Dès le début des années 1990, la France se dote également d'un cadre législatif en la matière et l'émergence et l'évolution de ce cadre législatif ont beaucoup profité de l'implication du CCNE lui-même. Quelques dates jalonnent le cadre législatif bioéthique en France. Les lois de 1994, ensuite loi de 2004, 2011, 2021. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à une période importante qui précède les travaux qui vont donner naissance à ou qui vont conduire à une révision, à une nouvelle révision de la loi bioéthique. La toute première loi de bioéthique, la loi de 1994, pose un principe absolument essentiel pour le thème qui nous intéresse, celui de la maternité de substitution, à savoir le principe de non-patrimonialité du corps humain, principe qui est toujours valable dans la législation française. 10 ans plus tard, la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 a créé les espaces de réflexion éthique en région. Ces espaces sont adossés à des centres hospitalo-universitaires et ils sont placés sous la responsabilité des agences régionales de santé, c'est-à-dire indirectement du gouvernement. C'est important d'avoir à l'esprit ce lien entre les espaces de réflexion éthique en région et le gouvernement, parce que dans la façon dont les débats sont organisés, cette présence de l'État, cette implication de la responsabilité de l'État, ça me paraît essentiel. Ces espaces de réflexion jouent un rôle très important dans l'information du débat éthique à l'échelle territoriale et ils participent activement à l'organisation des états généraux de la bioéthique.
Pour ce qui concerne maintenant les états généraux de la bioéthique, ils ont été instaurés par la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. Ils constituent une démarche nationale de réflexion collective qui vise à permettre au questionnement en lien avec les effets des progrès de la science sur la santé et la société d'être ancrés localement. Il vise aussi à renforcer la démocratie à travers notamment l'information du grand public, ou en tout cas souhaitée d'un public aussi large que possible, et à travers la transparence qui est garantie. C'est une notion quand même très importante, c'est une notion qui revient et qui a été abordée et louée notamment par le président du CCNE, le professeur Delfrécy, dans son discours d'anniversaire pour les 40 ans du CCNE en 2023. Depuis 2011 également, une révision de la loi bioéthique est prévue tous les 7 ans. La révision de la loi doit être précédée par l'organisation d'États généraux et l'organisation des États généraux est confiée au comité consultatif. Pour mieux préciser et renforcer la gouvernance de la loi bioéthique, en 2021, la loi de cette année-là, la loi du 2 août 2021, a instauré l'obligation pour le CCNE d'organiser des États généraux tous les 5 ans en lien avec les espaces de réflexion éthique en région. Donc, on voit le lien entre les deux instances, le CCNE et les États généraux, qui deviennent donc un acteur très important, très actif, très investi, qui est sollicité, mais qui peut également se saisir lui-même d'un certain nombre de questions. Et cette loi de 2021 fait aussi obligation au CCNE d'animer, dit la loi, tous les ans, des débats publics sur des problèmes éthiques. Enfin, cette année 2026, les États généraux de la bioéthique ont démarré en janvier pour une durée de 6 mois, donc ils prendront fin très prochainement. Nous nous trouvons ainsi à un moment où les contenus des discussions, les débats organisés par le CCNE et par ses partenaires, et notamment les espaces de réflexion en région, viennent nourrir ce que seront les prochains avis du CCNE. Pour le sujet qui nous préoccupe, la maternité de substitution, la GPA, euh, aussi bien le public que les décideurs, le Parlement, le gouvernement, disposent déjà d'avis étayés du CCNE qui ont été publiés précédemment. 3 avis sont très importants. En 2010, le Comité consultatif national d'éthique estime, dans son avis 110, que la gestation pour autrui comporte, je cite, des risques éthiques qui ne peuvent être abolis par aucun garde-fou législatif et qu'elle porte atteinte au principe de dignité et à la dignité et à l'image des femmes. Quelques années plus tard, l'avis 126, qui a été adopté à l'unanimité, j'insiste parce que c'est un point très important, donc l'avis 126 de 2017 du CCNE a été adopté à l'unanimité. Le rapport qui a examiné la pratique et ses conséquences, et qu'il a examiné vraiment sur le fond de manière très approfondie, a conclu qu'il ne peut y avoir de GPA éthique. Je ne vais pas m'attarder sur cet avis, même si j'aurais bien voulu le présenter, parce que je vais vous proposer de lire le chapitre de Frédéric Cutten, qui a été rapporteur de cet avis, et qu'elle a publié dans un ouvrage qui s'intitule Les marchés de la maternité, qui est paru aux éditions Odile Jacob en 2021. Je vous partagerai dans l'espace chat le chapitre en format PDF, comme ça vous pourrez le voir parce qu'il est extrêmement riche et détaillé. Enfin, cette même vision a été confirmée euh, à la fois par les États généraux de 2018 et par l'avis 129 du Comité consultatif national d'éthique. Or, on constate que le sujet de la GPA revient régulièrement dans les débats et qu'il est abordé le plus souvent à travers le prisme des personnes bénéficiaires.
Les questions discutées, les questions qui sont débattues par le CCNE sont très diverses, mais elles touchent toutes à la bioéthique. Lors des différentes interventions des 40 ans du CCNE en 2023, une vision commune, une vision partagée de l'éthique du vivant, a été mise en avant. Une vision permettant d'englober à la fois chaque questionnement dans sa spécificité et en même temps de respecter les principes fondamentaux, notamment en premier le principe de la dignité humaine, de la préservation de l'autonomie, de l'intégrité, du respect de l'intégrité du corps humain et aussi les principes d'équité. Dans un article récent paru dans Santé publique, du numéro de janvier-mars 2026, portant sur un angle mort du progrès, les situations de vulnérabilité liées à la santé, le président, la vice-présidente et un ancien membre du CCNE disent la chose suivante, je les cite. L'éthique du progrès découle d'une interrogation particulièrement sensible et difficile. Doit-on agir en médecine au seul motif que l'on sait faire, au risque parfois d'engendrer des situations de souffrance? Et ils poursuivent quelques lignes plus loin. Il est nécessaire de ne pas confondre progrès et avancée technique ou scientifique. Fin de la citation. Compte tenu du fait que la GPA consiste en une grossesse ultra médicalisée, menée par une femme en bonne santé, sinon elle ne deviendrait pas mère porteuse, une femme qui n'a pas de désir d'enfant, on peut se demander quel est le sens médical de la démarche. Quelle est la vision médicale de la femme en bonne santé à qui on décide d'appliquer des traitements hormonaux lourds et lourds de conséquences, de lui faire des procédures invasives répétées? Est-ce qu'il faut faire au seul motif que l'on sait faire? Quid de la dignité humaine? Je vous remercie et je passe la parole à Charlotte Caffi. Bonjour à toutes et à tous, à toutes. Bonjour Madame Hermite, bonjour Madame Stoïcia de Rame, bonjour Madame de Villers. Merci de passer cette soirée avec nous. Nous sommes plusieurs pays connectés et je vous en remercie parce que ce qui se passe en France ces prochaines semaines, c'est pas seulement un problème français. Je m'appelle Charlotte, je travaille avec la SIAMS et ce soir je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu. Le 22 avril dernier, j'étais dans une salle de la mairie du 3e arrondissement de Paris pour un débat organisé par l'Espace éthique Île-de-France dans le cadre des États généraux de la bioéthique 2026. Le titre du débat, c'était Faut-il autoriser la GPA en France? Et si oui, dans quel cadre? Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle, ce que ça veut dire et ce qu'on va faire ensemble par rapport à ces États généraux de bioéthique et ce futur débat. Avec Tatiana, en stage à la SIAMS, nous sommes allés pour 14 heures à la mairie du 3e. La salle était pleine. Il y avait environ 50-70 personnes. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé, je veux un peu que vous voyez la salle. C'était un public parisien, disponible un mercredi en plein après-midi. Un public composé d'hommes en très grande majorité, confortablement installés, qui venaient visiblement écouter une bonne nouvelle. Je vous le dis parce que c'est dans cette salle-là que se collectait une partie des données qui vont alimenter la synthèse nationale du CCNE. Bref, avec Tatiana, on trouve une place au fond de la salle. Le panel, c'était 5 intervenants, une juriste, Laurence Brunet, favorable à un encadrement, un médecin de la reproduction, Michael Greenberg, un neuro-oncologue et président du comité d'éthique de l'INSERM, le professeur Hervé Schneeweiss. C'est le seul, à ce moment-là, qui défend la position du CCNE de 2017 et 2010. Comme intervenant, il y a aussi Dominique Borène, le président d'une association de parents homosexuels qui a eu un enfant par GPA à Moscou, et Marlène Jouan, enseignante en philosophie. Aucune représentante d'une organisation féministe abolitionniste n'a été invitée à prendre part au panel. Aucune personne née par GPA est opposée à cette pratique. Pendant les présentations du panel, je vois qu'il y a un homme âgé qui fait les 100 pas au fond de la salle à la recherche d'une prise pour charger son téléphone.
Je fais pas trop attention à lui et je me dis que c'est un participant. Laurence Brunet s'est mis la salle dans sa poche en cartographiant les destinations de tourisme reproductif. Le docteur Greenberg explique qu'il n'y a pas de bonne GPA, que les mères porteuses encourent de graves complications. Il parle des dérives de la publicité, du medical business et de Precedent Research, qui estime le marché à 200 milliards à l'horizon 2034. Le docteur Greenberg pose la question, la médecine doit-elle répondre à tout? Ensuite, on écoute le professeur Hervé Schneeweiss, neuro-oncologue, président du comité d'éthique de l'INSERM, qui évoque les inégalités entre partenaires, la disjonction de l'identité de l'enfant à naître quand il a 5 parents, de la croissance du marché international. Il cite Sylviane Agacinski et l'article du Monde. Selon lui, la GPA n'est pas la liberté, c'est un renoncement par contrat. Et il rappelle l'avis 126 du CCNE, prohibition, refus de l'exploitation, indisponibilité du corps, pas de contrat, pas de cession. Aucune maîtrise du corps, c'est-à-dire atteinte à la dignité de la mère porteuse, que le consentement ne suffit pas à effacer. Il y a des murmures dans la salle, on n'entend pas très bien et c'est inaudible pour Tatiana, dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc elle quitte la salle. Quand vient le tour de Marlène Jouan, la philosophe, de prendre la parole, elle fait une présentation sur les courants féministes. Elle distingue les féminismes libéraux, queer et matérialistes. Et au moment de parler du courant abolitionniste, elle projette à l'écran, devant toute la salle, le logo de la SIAMS, notre logo. À côté, les logos de plusieurs de nos organisations membres françaises, le CORP, CQFD Lesbiennes Féministes, l'Assemblée des femmes, et la couverture du livre Ventre à louer de la découverte sous la direction de Marie-Joseph de Villers et Anna-Lanois Stoïcea de Rame. Donc j'étais assise dans la salle, je voyais le logo de la SIAM se projeter en grand écran comme illustration du camp adverse. Marlène Jouan présentait poliment les arguments contre la GPA, ceux du courant matérialiste, ceux que la SIAM se porte, pour mieux les contraster avec ceux des féminismes libéraux et queer qu'elle qualifie de plus favorables à la législation. La SIAMS n'avait pas été invitée, elle était assez connue pour être citée, projetée, identifiée, mais pas assez légitime pour être au panel. Et puis le débat s'est ouvert aux interventions du public. Il faut imaginer la dynamique. La salle est très majoritairement pro-GPA. Les premières prises de parole sont des hommes qui disent qu'il faut une GPA éthique à la française, c'est-à-dire remboursée par la sécurité sociale. C'est ce que je comprends implicitement. Et puis ça devient plus explicite quand un autre homme prend la parole pour expliquer que les Français paient déjà les femmes, paient déjà pour les femmes qui accouchent en France. Alors ils devraient aussi payer pour la GPA. Parce que les billets d'avion et les voyages, ça coûte cher. Madame Ménesson prend la parole. Elle évoque l'injustice que fait vivre l'État français à sa famille. Aude Mirkovitch demande le micro. Et d'après ce que je comprends des murmures qui circulent dans la salle, elle passe pour une facho. La jeune femme assise à côté de Madame Ménesson est une des jumelles nées en Californie. Elle va prendre la défense de Madame Ménesson en disant qu'elle n'a pas de relation avec sa génitrice, que sa vraie mère est celle qui l'a élevée. Je comprends que cette jeune femme est présente dans cette salle pour défendre Madame Ménesson. À un moment, on tend le micro à quelqu'un derrière moi. C'est une femme qui prend la parole pour citer le témoignage d'Olivia Morel. C'est un nom que vous connaissez très certainement. Olivia est une adulte née par GPA et opposée à cette pratique. Et donc, cette femme cite son témoignage. Et là, une quinzaine d'hommes se retournent vers elle. Ils sont scandalisés, l'invectivent, l'interrompent. Ils lui disent que le témoignage d'Olivia Morel est anecdotique, qu'il ne représente rien, qu'elle n'a pas à le citer. Dans la salle, on est très peu à demander qu'on la laisse s'exprimer. La modération est tiède, à peine quelques mots pour rappeler le calme, mais vraiment rien de ferme. Et surtout, personne dans l'autorité présente n'intervient pour défendre le droit de cette femme à citer le témoignage qu'elle voulait citer. Quelques minutes plus tard, autre moment. Un homme prend le micro pour invectiver le professeur Schneeweiss. Cet homme se lève et lui dit, je cite, que ses arguments sont aussi vieux que ses artères. Il dit ça au président du comité d'éthique de l'INSERM, qui avait rappelé l'avis du CCNE, rendu en 2010 et celui rendu en 2017, et qui concluait explicitement à l'incompatibilité de la GPA avec l'indisponibilité du corps humain. La modération répond par un timide pas d'agisme ici, s'il vous plaît. Et le débat reprend. Je pars un peu, pardon. À nouveau, personne ne va défendre le fond de ce que Schneeweiss venait de dire.
Personne ne dit cet argument est l'argument du CCNE. Ce n'est pas une opinion personnelle de Monsieur Schneeweiss. C'est une position institutionnelle française. Non, le débat reprend et la règle tacite a l'air d'être mais bien sûr que vous pouvez attaquer la personne si l'argument ne vous plaît pas. À la fin du débat, le public est invité à voter sur un questionnaire en ligne WooClap en scannant un QR code. Une des questions, c'était si un modèle équivalent de la GPA était proposé en France, y seriez-vous favorable? Les options s'affichaient à l'écran, mais la police est petite, c'est projeté en vidéoprojecteur de qualité moyenne. J'ai pas réussi à compter les voix précisément. À vue d'œil, environ 40 pour, une dizaine contre. C'est l'ordre de grandeur que j'ai indiqué dans le compte-rendu. Donc ce vote WooClap, il sera transmis au CCNE. Il a déjà commencé à apparaître dans le récit médiatique comme un indicateur de l'opinion publique française. Dans la salle, un homme demande le micro pour questionner la méthodologie de conception du questionnaire. Il trouve que les questions sont orientées et prévient que les résultats seront biaisés. Et c'est à ce moment-là, à la toute fin du débat, que l'homme qui faisait les 100 pas depuis le début est monté sur l'estrade et on l'a présenté. C'était Jean-François Delfrécy. Je l'avais pas reconnu. Je n'avais pas vu son visage depuis le Covid et le scandale du centre de don des corps de l'université Paris-Descartes. Il était là pendant tout ce temps. Il a vu la scène avec la femme qui citait Olivia Morel. Il a entendu l'attaque contre le professeur Schneeweiss. Il a vu le logo de la SIAM se projeter et il a rien dit. Donc quand je suis sortie de cette salle, à la fin du débat, j'ai mis plusieurs heures à digérer ce à quoi j'avais assisté. Et vu le niveau d'hostilité, j'ai eu peur de prendre la parole. À ce jour, aucune audition du CCNE n'a été accordée à la SIAMS. L'avis que va rendre le CCNE va arriver pile au moment où s'ouvre la campagne présidentielle. La prochaine loi de bioéthique sera écrite par la majorité issue de cette élection. Si la France lâche, c'est l'édifice européen qui sera fragilisé au moment de la transposition de la directive européenne 2024-1712, censée être transposée en droit pénal par les États membres d'ici le 15 juillet. Et d'ailleurs, en France, quelques jours avant, le 3 juillet, la Cour de cassation rendra sa décision à la question, je cite, lorsqu'une GPA est faite dans un pays étranger et que la justice de ce pays rend une décision qui déclare les parents d'intention comme parents légaux, cette décision peut-elle être reconnue en France? Et si oui, quels sont ses effets dans notre pays? Donc je boucle ma boucle. Le 22 avril, j'ai vu le logo de la SIAMS projeté comme une illustration du camp adverse, alors que notre position, c'est celle de la loi. J'ai vu une femme se faire intimider pour avoir cité le témoignage d'Olivia. J'ai vu une pointure de la médecine se faire qualifier de vieillard pour avoir rappelé un avis officiel du CCNE, et j'ai compris à la toute fin que le président du comité consultatif d'éthique avait assisté à tout ça. Et quand nous, on a demandé à être auditionnés, on n'a reçu aucune réponse. Donc cette non-réponse, c'est pas un manque d'attention administrative, c'est un choix politique, le choix d'une institution qui ne veut pas se souvenir de ses propres mots qui disent exactement ce que nous disons aujourd'hui. L'envie d'être parent ne crée pas de droit, les femmes n'ont pas à être exploitées au nom d'un hypothétique droit à l'enfant. Et donc merci à toutes d'être là ce soir. Je laisse la parole à Marie-Angèle Hermite. Je vais d'abord donner une précision. J'étais au comité consultatif d'éthique quand Jean-François Delfrécy a été nommé président pour la première fois. Et le premier mot qu'il nous a dit en se présentant, c'était je suis favorable à la gestation pour autrui. Donc, je pense que ça n'est pas un hasard s'il est allé à ce débat, auquel, en tant que président, il n'aurait pas dû aller, parce que euh, si, soit il va à tous les débats, soit il va à aucun, mais il ne privilégie pas quelque chose par rapport à d'autres. Donc, voilà déjà une première réaction. Alors, j'interviens là uniquement au titre des règles du débat public qui se sont imposées progressivement depuis les années 70 en matière de participation du public, sachant que même si j'ai fait du droit de la bioéthique autrefois, je n'en fais plus aujourd'hui. Par contre, je travaille toujours sur les processus de participation. Je l'ai fait la première fois en 1998 pour une conférence de citoyens sur les OGM et la dernière fois en 2025 comme garante des procédures d'un jury citoyen interrogé sur les dispositifs de gestion locale des risques épidémiques liés aux moustiques tigres qui d'ailleurs viennent d'arriver
dans ma région. Donc, c'est à ce titre que je vais essayer de débriefer tout ce qui a été fait, sachant que j'ai été appelée tardivement et que donc je ne sais pas s'il y a eu d'autres débats sur la gestation pour autrui dans le cadre des États généraux. Je n'en ai pas trouvé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Donc je vais me concentrer sur le fameux débat de l'espace éthique d'Île-de-France. Alors, l'Organisation d'États généraux de la bioéthique, c'est une innovation qui a été mise en place en 2009 et qui a été considérée comme un succès, malgré les critiques généralisées de la doctrine en matière de participation du public. Tout le monde a dit que c'était mal organisé. Donc, pourtant, ça sera entériné par la loi de 2011 sans précaution particulière. Donc, il est question de débats publics sous forme d'états généraux, ce qui ne veut rien dire en tant que tel. Les procédures ne sont pas précisées, et de conférences de citoyens organisées à l'initiative du CCNE, qui ne sait pas faire. Euh, Malheureusement, le législateur n'en a pas dit plus, et en particulier, il n'a pas confié ces débats à la Commission nationale du débat public, dont c'est le métier, et qui sait organiser des débats contradictoires, mais au CCNE, qui est totalement incompétent en la matière. Et à chaque fois que j'en ai discuté, soit avec Amezen, soit avec Delfrécy, en fait, ils étaient réticents à toute inscription de règles de fonctionnement dans les états généraux de la bioéthique. Ça ne les intéressait pas. Donc, j'avoue que du coup, j'ai commencé à regarder, puisque c'est sur Internet, ce qui s'était passé à la fameuse séance dont Charlotte vient de parler. Alors, je précise quand même d'un mot que le fait que ce soit des espaces régionaux de réflexion éthique qui soient impliqués, euh, bon, c'est assez pertinent puisque c'est régional. En revanche, il n'y a aucune procédure de prévue et le CCNE ou le législateur aurait pu essayer de rationaliser les procédures, mais ça n'a jamais été le cas, ce qui fait qu'on assiste à des débats qui ne sont pas cadrés convenablement. Il n'y a pas de respect des règles minimales, entre autres du contradictoire, qui est le principe le plus important quand on organise un débat sur chaque thème. Il doit y avoir deux personnes, ou quatre, ou ça dépend, mais il doit y avoir à intervenir en même temps deux personnes qui, au moins partiellement, ne sont pas du même avis. Là, le fait d'avoir confié l'opposition à la GPA, si j'ose dire, au pauvre Schneves, en plus, c'est pas du tout sa spécialité, donc il a fait ce qu'il a pu. Mais du coup, l'opposition a été concentrée sur une intervention et toutes les autres ont pu ne pas respecter les procédures du débat public. Alors, je, je suis obligée quand même de préciser que je crois qu'avec votre aide, il a été organisé un débat au Sénat qui, lui aussi, n'a fait que présenter les inconvénients euh, grâce à des femmes qu'on n'entend jamais d'habitude, présenter les inconvénients possibles des gestations pour autrui. Mais donc, normalement, le comité d'éthique, dans son, dans son rapport d'abord et dans son avis après, devrait quand même tenir compte des deux interventions. Alors après, je vais essayer d'analyser. Charlotte l'a fait un peu, mais probablement avec une sensibilité un peu différente de la mienne.
analyser le débat auquel on peut assister sur Internet, ce que j'ai fait, j'ai regardé 2 fois en prenant des notes. Euh, et malheureusement, il n'a pas été, les débats, eux, ne sont pas disponibles sur Internet pour une raison que je ne connais pas. Peut-être parce qu'ils ont été assez violents, justement. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc, si je prends le premier, alors il ne s'est pas tenu en premier, mais je pense que c'est bien de le remettre en premier, l'exposé du professeur Grimbert, qui est chef de service de médecine de la reproduction à Béclair, donc qui est l'hôpital originaire de la fécondation in vitro. Il fait un exposé objectif sur le plan technique avec la mention de toutes les raisons médicales qui sont très nombreuses pour lesquelles une femme, il ne parle que des femmes, hein, peut devoir recourir à une gestatrice et en précisant, ce qui donne un label en fait, que c'est une pratique reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. À côté de ça, il fait des justifications discrètes et subtiles en répétant plusieurs fois que dans la procréation, le désir le plus puissant, c'est de transmettre la génétique en tout, si la mère d'intention a encore des ovocytes, ou en partie s'il n'y a que son mari qui a les ovocytes, ou si dans un couple d'hommes, il y a au moins un des deux qui a probablement des spermatozoïdes fonctionnels. Donc, ce désir, c'est celui de transmettre la génétique. Être enceinte, porter un enfant, accoucher, ça n'est pas le désir principal des femmes. Alors, déjà, ça me paraît excessif, mais surtout, ça revient au fond à minimiser l'importance des 9 mois de grossesse, évidemment, et l'accouchement d'un enfant par la porteuse, dont il est précisé qu'elle ne transmet pas sa génétique. Donc, ce serait moins impliquant. Et effectivement, alors qu'au début, les gestations pour autrui se faisaient par insémination artificielle avec donneur, euh, elles sont rapidement passées à de la fécondation in vitro, ce qui est pénalisant à la fois pour la femme porteuse, parce que les risques de prééclampsie sont plus importants avec une fécondation in vitro que dans la normalité, disons, des procréations. Risque de prématurité des bébés. Alors ça, il parle des deux, mais sans préciser la gravité. Et il n'évoque ni les risques de mort. Or, en France, vous avez une centaine de femmes qui meurent chaque année à l'accouchement, donc c'est pas rien. Il ne précise pas les risques d'attachement au bébé. Il ne parle pas des maltraitances par certains parents d'intention, des surveillances constantes dans certains pays. Pas davantage que des risques physiques pour le bébé liés au choix, là encore, de passer par la FIV plutôt que par l'insémination artificielle. Or, par la FIV, le taux de mortalité des bébés est plus important. Il y a des anomalies des membres plus importantes en nombre. Il y a des asthmes très sévères plus importants qui viennent d'être mis à jour et des phénomènes d'hypertension des enfants qui ont été mis à jour il y a quelques années. Tout ça, on en comprend mal les causes et le corps médical n'aime pas le reconnaître. Donc, moi, j'ai été obligée, avec des amis du comité d'éthique, de faire une alerte à l'Agence de la biomédecine pour lui dire qu'il fallait qu'elle mette ça sur les risques concernant la fécondation in vitro. Alors, elle l'avait fait, je n'ai pas vérifié là si on le trouve toujours. Donc, euh, en fait, on voit bien que pour lui, euh, faire des gestations pour autrui à Béclair, ce serait une solution pour beaucoup de ces patientes
qui n'ont pas d'utérus, pas d'utérus fonctionnel, ou qui ont eu un cancer. Donc, on leur a fait garder leurs ovocytes, mais elles n'ont plus d'utérus fonctionnel. Donc, il y a quelque chose d'idiot, c'est vrai, dans ce système. Donc, pour lui, ça rationalise son service médical. Alors après, on a eu Dominique Borel, le coprésident de l'Association des parents gays et lesbiens, qui a fait une présentation à partir de son expérience personnelle et des membres de son association, que j'ai trouvé utile sur 2 points. Il montre que dans la quotidienneté, eux et leurs enfants ne rencontrent pas de difficultés, que ce soit à l'école, à l'hôpital, dans la société, que en tant que parents, ils bénéficient, les employeurs sont assez ouverts à les faire bénéficier de congés, etc. Donc, on voit que ça se passe, et c'est bien, plutôt bien. Et il montre, à partir d'exemples concrets, les difficultés rencontrées parfois, une fois les paternités et la nationalité obtenues. Telle administration demande sans raison particulière des papiers complémentaires qui sont très compliqués à obtenir. Bon, ça n'a pas lieu d'être. Une fois que les enfants sont en France, il faut faciliter la vie des enfants. Euh, et c'est aussi probablement une protection contre la légalisation de la GPA. Il faut que toute l'arrivée se passe bien, vite, l'adoption bien. Et comme ça, on évite les situations dramatiques. Alors, sa présentation est malheureusement décevante sur un point pourtant essentiel, parce qu'il évoque l'existence d'un modèle de GPA qui serait respectueuse de tous les partenaires, c'est ce qu'il dit, et qui serait porté par son association, mais il n'a pas dit un mot de ce schéma respectueux. Donc c'est un peu dommage. Laurence Brunet est juriste spécialisée dans les questions de bioéthique, favorable à la gestation pour autrui. Bon, moi, il se trouve que je l'ai connue étudiante. Euh, donc favorable à la gestation pour autrui depuis 25 ans. Euh, et en tant que seul juriste présentant les données juridiques pendant cette séance, j'ai tout de même été étonnée qu'elle n'évoque pas les raisons d'être des choix du droit français, leur lien avec une série de principes, indisponibilité, gratuité, qui fondent le système bioéthique français dans son ensemble. Et donc, si on fait une exception pour la légalisation de la GPA, j'y reviendrai peut-être, c'est tout le système qu'il va falloir repenser en réalité. Le fait que l'enfant soit l'objet d'un contrat, elle n'en parle pas. Elle ne parle pas davantage de la directive européenne qui classe, alors non pas toutes les GPA, mais qui voit des risques de traite des êtres humains dans certaines gestations pour autrui et qui doit être transposée dans les pays européens avant le 15 juillet 2026. Et là, on pense évidemment à la situation de la Grèce qui se veut hub des gestations pour autrui et qui fait venir des Albanaises dont on ne sait pas exactement comment elles sont traitées. Et elle ne parle pas non plus du rapport de Rem Al-Salem, rapporteur spécial pour les Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, entre autres dans le contexte de la gestation pour autrui et qui est paru en 2025. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Normalement, il aurait fallu qu'elle y fasse au moins une allusion. Elle va s'attacher à décrire les problèmes d'état civil posés aux parents d'intention à leur retour dans les pays où ils ont réalisé la GPA. Alors là, son exposé est très précis, très exact. Mais elle insiste sur ce qu'elle appelle les décisions bienveillantes de la première chambre civile de la Cour de cassation, tout en admettant que ça va à l'encontre de la volonté du législateur de 2021. C'est opposé à ce qu'a écrit le législateur, mais elle s'en étonne pas
alors que tout de même, ça pose un problème de démocratie. De même, elle fait allusion au fait qu'il va y avoir un arrêt de l'Assemblée, enfin de la Cour de cassation, donc en juillet 2026. Mais bizarrement, elle ne mentionne pas le rôle très actif du procureur général près la Cour de cassation et le choix qu'il a fait de porter l'affaire devant l'Assemblée plénière dans le but de venir à bout de la jurisprudence contraire à la loi de la première chambre civile. Donc, il y a là un débat qu'il était évidemment important de mettre en scène, ce d'autant que le procureur a fait un exposé de ce qu'on appelle l'ordre public international français, extrêmement développé, et il conclut à l'impossibilité des mécanismes d'exéquatur des décisions étrangères. Bon. Et puis après, elle propose un choix de 4 modèles de loi qui pourraient aider, dit-elle, à penser la légalisation en France. Et à mon grand étonnement, elle insiste sur l'intérêt de la loi grecque euh, parce que la mère d'intention y est directement reconnue comme mère légale, c'est-à-dire celle qui accouche n'existe pas du tout dans le système. Elle est totalement euh, euh, écartée, niée. Et dans ses présentations, je trouve que, par exemple, elle insiste sur le modèle du Royaume-Uni, mais soi-disant modèle altruiste, mais on sait très bien qu'il y a de l'argent qui circule, tout le monde, enfin, c'est écrit partout. Et surtout, comme il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule, eh bien, et que la mère porteuse a des droits sur l'enfant parce qu'elle est déclarée mère en tant que femme qui accouche, donc il faut ce qu'on appelle un parental order pour que les parents d'intention récupèrent le bébé. Et il y a donc des risques. Et du coup, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est la GPA au Nigeria, ce qui a l'avantage de ne coûter que 20 000 $ à peu près. Et le Nigeria est en train de s'en préoccuper. Bon, alors évidemment, le modèle californien est assez sécurisé, si j'ose dire, mais il est extrêmement difficile pour la mère porteuse parce qu'elle est surveillée, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, etc., etc. Alors c'est elle qui est le moins bien rémunérée de toute la chaîne des avocats, des agences, des boîtes de publicité, etc. Donc je trouve que c'est un exposé qui pourrait être exact dans ce qui est dit, assez largement, occulte tellement de choses que, évidemment, on n'a pas une idée euh, très honnête des différents systèmes tels qu'ils existent. Enfin, bon, moi, je serais moins sévère avec Marlène Jouan, qui a donc présenté la pluralité des féminismes sur la question. Et cette pluralité, elle existe. On ne peut pas dire le contraire. Elle développe, alors ceci dit, elle développe davantage les positions pro-GPA, mais elle n'occulte pas non plus les positions anti-GPA. Et surtout, euh, ce qu'elle présente à la fin comme étant ce qui lui paraît absolument euh, important de conserver, si on légalisait la gestation pour autrui en France, ça donne beaucoup, beaucoup de droits à la mère porteuse et donc je pense que ça découragerait plus d'un couple d'intention. Respect inconditionnel du droit à l'avortement et de son droit à ne pas avorter. Or, on sait par des tas d'exemples que un certain nombre de parents d'attention, lorsqu'ils savent que
le bébé a un doigt aux mains ou des trucs comme ça exigent l'avortement. Enfin, il y a des tas de cas comme ça qui ont été portés devant les tribunaux. Elle exige le droit de la femme à garder l'enfant, ce qui décourage beaucoup les parents d'intention. Et elle veut que soit réservée une place de la femme dans la famille qu'elle a contribué à créer. Donc évidemment pas d'anonymat. Et là encore, ça n'est sûrement pas facile à mettre en œuvre. On voit que même lorsqu'il y a des cas à l'intérieur de familles, etc., au bout du compte, ça se passe assez mal. Et elle est plutôt en faveur d'un paiement et d'un paiement important. Donc finalement, ça n'est que Hervé Schneves, dont c'est pas du tout la spécialité, sur lequel on concentre la charge en quelque sorte statufiée de montrer les raisons pour lesquelles la GPA devrait rester interdite en France. Euh, alors, ce que j'ai apprécié dans son intervention, c'est qu'il a été le seul à rappeler que c'est un engagement de 24 heures sur 24 pendant 9 mois, ce qui serait d'ailleurs interdit s'il s'agissait d'un travail, en renonçant à toute une série de libertés par contrat, ce qui pose question juridiquement. Et il a le courage de montrer par petites touches ce qu'il appelle les oublis ou sous-estimations des risques médicaux de son collègue, les inégalités et violences subies par les mères porteuses, euh, dont son collègue ne parle pas. Et il rappelle que Laurence Brunet aurait dû parler de l'impossibilité de faire du corps de l'enfant l'objet d'un contrat. Donc, voilà l'analyse que j'ai faite de chaque intervention à partir de l'expérience, non pas à partir du droit de la bioéthique, mais à partir de l'expérience euh, de ce que je demande quand je suis garante de l'authenticité d'un débat, de ce que je demande aux organisateurs de ce débat. Alors, je voulais simplement souligner que s'il y a un tel engouement, entre autres de Delfrécy, c'est que il y a manifestement euh, une fenêtre d'opportunité prévue par un certain nombre de politiques, puisque j'ai relevé, alors c'était dans Public Sénat en partie, Franck Riester, secrétaire général du groupe Renaissance, souhaite un débat sur la GPA au moment de l'élection présidentielle, et c'est soutenu évidemment par Gabriel Attal, par Clément Beaune, par Olivier Dussopt, par Olivier Véran et par Elisabeth Moreno. Ce qui veut dire que une partie importante du personnel politique qu'on a appris à connaître pendant les deux mandats d'Emmanuel Macron sont derrière cette demande de réouverture du débat et d'inscription dans la loi. Alors, est-ce que euh, est-ce qu'il fallait relancer le débat? D'un côté, mais ça nécessiterait beaucoup plus de temps. D'un côté, ça n'est pas stupide parce que il faut bien voir que plusieurs centaines de couples, parce que c'est quand même la plupart du temps des couples, font ça chaque année. Et donc, le tribunal de Nantes doit régler chaque année un certain nombre de difficultés. Mais pour moi, c'était pas le bon moment pour engager le débat parce que euh, il faut attendre l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avant de voir ce qui sera décidé. Et après,
relancer le débat, ça nécessiterait pour le coup d'engager un débat honnête et pas un débat manipulé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Hermine. Merci beaucoup, Charlotte. Comme vous avez vu, les interventions ont été très, très appréciées. Avant de vous adresser la question, qui est formulée par, l'une de nos amies qui nous suit, euh, je voudrais vous demander, selon vous, pourquoi, pour quelles raisons éthiques, les organisateurs de l'espace de réflexion, éthique d'Île-de-France, euh, ont omis d'inviter, une association de défense des droits des femmes, comme la SIAMS, mais il y en a d'autres, Oser le féminisme par exemple, elles sont, hostiles, à la GPA. Pourquoi ne pas, pourquoi quand on est professionnellement, institutionnellement l'incarnation du débat éthique, on fait ce choix-là? Alors, je ne peux que vous répondre. J'ai contacté l'organisateur, je ne sais plus comment il s'appelle, Znief, l'organisateur du débat, qui, je dois dire très honnêtement, a accepté de discuter avec moi 3 quarts d'heure au téléphone. Donc, je lui ai avancé à peu près les arguments que je viens de vous avancer, en lui disant, ben voilà, moi je suis organisatrice de débat, et pour moi, c'est pas un débat qui répond aux règles, et je lui explique pourquoi. Alors, sa réponse a été assez intéressante parce qu'il m'a dit, mais pour nous, ce qui compte, euh, c'est pas de présenter des positions contradictoires comme dans les débats dont vous parlez, parce que c'est pas un sujet technique ou uniquement technique, parce que je lui avais expliqué que j'avais euh, organisé des débats aussi bien sur les OGM, les déchets nucléaires, enfin bon, et il m'a dit c'est très technique, nous, la GPA, c'est pas très technique, etc., c'est politique. Et ce ce qui nous intéressait, c'était de provoquer un débat. Et en fait, ce qu'on va écrire et retenir, c'est le débat. Donc, les exposés qui vous ont intéressé, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est dit pendant le débat. Donc, voilà à peu près ce qu'il m'a répondu et ce que j'ai trouvé bizarre parce que euh, s'il voulait simplement un débat par des gens qui manifestement étaient tous au courant de la manière dont se fabriquent les GPA, bah dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de présenter, de faire présenter par un médecin ce que c'est qu'une grossesse ou des choses comme ça. S'il y avait que le débat qui l'intéressait, pourquoi n'est-il pas allé directement au débat? Ou pourquoi, à la limite, n'a-t-il pas réuni des gens euh, ayant une certaine compétence, entre guillemets, euh, et dont on sait qu'ils sont favorables à la GPA, pour leur demander de produire un texte, à la limite, un, un débat, puis un texte euh, de soutien à la GPA. C'était possible. Donc, ce qui est embêtant, je trouve, c'est que ça a été camouflé, un peu camouflé. Parce que il admet très vite que, bah oui, mes règles de procédure, ça l'intéresse pas. Donc, ça a quand même été un peu camouflé derrière quelque chose de contradictoire, puisqu'il y avait Schneewes, mais c'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était de montrer que dans la salle, il y avait une majorité de gens pour.
lorsque Madame Moreno était ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons sollicité d'être reçus, notamment suite à une déclaration qu'elle a faite à l'occasion du 8 mars. Oui. Et à l'occasion du 8 mars, elle a dit qu'elle est favorable à la GPA parce qu'elle a rencontré un couple d'hommes et que ça lui a suscité beaucoup de sympathie. Tout va très bien, donc elle est favorable à la GPA. Elle avait trouvé le bon moment pour faire cette déclaration et la SIAMS a été très mal reçue par la conseillère, voilà, à qui cette réception a été confiée. Je voulais quand même le dire, voilà, à haute voix, et parce Mm. que bon, pour les hommes, enfin, j'ai moins d'attentes, mais pour quelqu'un dont la fonction gouvernementale est celle-là, l'attitude qu'elle a eue, ça a été très problématique. Il y a une question qui, je pense, vous est adressée, ou nous est adressée. Pourquoi ne pas parler de couple commanditaire plutôt que de parents d'intention? Je pense que l'expression parent d'intention, voilà. Disons que l'expression parent d'intention est consacrée. Alors, bon, moi j'ai des sources juridiques. Très souvent dans les décisions de justice, on utilise le mot parent d'intention. Donc, c'est un peu l'habitude. Ça me choque pas non plus que ce soit des commanditaires, même si, bah, par exemple, souvent, le mari donne son sperme, donc il n'est plus tout à fait uniquement commanditaire. Donc, je sais pas. Euh, c'est, c'est plus une habitude qu'autre chose. C'est pas un choix. Merci. Je vais reprendre juste la parole pour ajouter un petit élément de mon expérience également, puisque moi j'ai participé au débat de Lyon. Moi, ce qui m'a frappé dans les débats de Lyon, c'est que les intervenants qui étaient sélectionnés ne connaissaient absolument rien à la GPA, ou on avait une approche tellement limitée, tellement peu approfondie, tellement, je ne sais pas, c'était vraiment écœurant. Et en plus, le titre de cette séance de Lyon était Faut-il ou non légiférer sur la GPA? Mais tout le débat était organisé sur légiférer, organiser la GPA. La question de l'abolir, la question de la questionner n'était absolument pas présente dans ce débat de Lyon. Je vois qu'il y a quand même encore deux autres questions. Quid des débats en région? Donc nous avons eu connaissance du débat de Lyon, le Mm. débat en région parisienne et les deux débats en région parisienne, en fait, puisque aura lieu à Nanterre. Le troisième débat aura lieu à Nanterre, mais à notre connaissance, sur la question de la GPA, il n'y a eu que ces qui étaient focalisés sur la question de la GPA organisée par les espaces éthiques. On n'a eu connaissance que de ces trois débats-là. D'accord. Il nous reste vraiment à vous remercier, Charlotte, Anna, et puis vous, Madame, de la richesse de ces contributions. Et puis n'hésitez pas par ailleurs à nous approcher, nous contacter, nous faire part de vos idées, nous faire part aussi de vos expériences si vous participez au prochain débat qui aura lieu la semaine prochaine. N'hésitez pas. Merci à toutes Merci. et passez Merci une à bonne toutes. soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.